Bonjour, nous allons corriger un sujet du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice B tombé en métropole en septembre 2021, le jour 1, au plus près du Soleil et de sa couronne, un exercice sur 5 points, avec comme mot-clé énergie d'un photon, mouvement dans un champ gravitationnel, satellite. L'introduction. La couronne solaire correspond à l'atmosphère du Soleil, elle est observable durant les éclipses de Soleil. C'est une couche de gaz dans laquelle les atomes sont fortement ionisés. Certains atomes peuvent perdre jusqu'à 15 électrons. Vous avez une photo ici où on voit la couronne solaire pendant une éclipse. L'énergie nécessaire pour arracher ces électrons est considérable et résulte de la température de la couronne solaire qui est de l'ordre de quelques millions de degrés. Le gaz de la couronne solaire est rendu visible par les rayonnements émis par ces atomes ionisés. D'après la couronne solaire, E. Maurice, l'astronomie 1963. L'objectif de cet exercice est d'étudier le rayonnement émis par les atomes métalliques fortement ionisés de la couronne solaire, puis le mouvement de la sonde PSP, pour Parker Solar Probe, envoyée en 2018 pour recueillir des informations sur la couronne solaire. Partie 1. Étude du rayonnement émis par les atomes ionisés de la couronne solaire. C'est le seul sujet de bac actuel qui aborde cette partie dans le cours. Les radiations caractéristiques de la couronne solaire sont dues à la formation des ions Fe9+, Fe13+, Ni14+, et Ca14+, et résulte de la transition d'un électron entre deux états d'énergie différents de chacun de ces ions. On a des données, la valeur d'un électron-volt, la constante de Planck, la valeur de la célérité de la lumière dans le vide est supposée connue du candidat. Donc vous devez connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. 3,0 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. La relation entre l'énergie associée à une transition énergétique et la longueur d'onde de la radiation rayonnée, E égale H fois C sur lambda. Elle est fournie. Elle aurait pu très bien ne pas être donnée. Information sur certaines radiations émises par des ions présents dans la couronne solaire. Donc on a ce tableau avec les différents ions, la longueur d'onde de la radiation émise et l'énergie associée. C'est pas donné pour le faire puisque c'est ce qu'on va déterminer dans la première partie. Le spectre d'émission suivant a été obtenu lors de l'éclipse totale du Soleil le 29 mars 2006 en Turquie. Ce spectre montre l'arrêt correspondant aux ions Fe13+, de la couronne solaire. Donc l'arrêt des ions Fe13+, elle est ici. Et ça, c'est une partie du spectre entre 470 et 540 nanomètres obtenu lors de cette éclipse. 1.1. Donner la valeur de la longueur d'onde lambda Fe13+, de la radiation émise par l'ion Fe13+, en nanomètres et en mètres. C'est une lecture graphique, il faut juste arriver à lire ici. Donc on va déterminer graphiquement, il faut comprendre l'échelle. Donc ici on a 480, ici on a 500, donc on a 20 à diviser en 5. Ça veut dire qu'on est gradué de 4 en 4. Donc ici on est à 492 nanomètres environ, soit 492 fois 10 puissance moins 7 mètres. Nanomètres c'est 10 moins 9, donc ça fait 492 fois 10 puissance moins 9 mètres, soit 492 fois 10 puissance moins 7. Que vous mettiez 492 fois 10 moins 7 ou 492 fois 10 moins 9, ça ne posera pas de problème une fois transformé en mètres. 1.2. Préciser en justifiant le domaine des ondes, ultraviolet, visible, X, infrarouge, etc., associées à cette valeur. 492 nanomètres, on est entre 400 et 800 nanomètres, donc on est dans le visible. 1.3. Calculer la valeur de la transition d'énergie, E, Fe13+, en joules, puis en électronvolts, correspondant à l'arrêt d'émission de l'ion Fe13+. Le sujet nous indique que E égale H fois C sur lambda, on a juste à appliquer la relation. H nous est donné par le sujet, C est supposé connu par le candidat. Donc on fait 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde, fois 3 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1, divisé par 4,92 fois 10 puissance moins 7 mètres, il faut mieux mettre en
ici en mètres, et ça donne 4,04 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est cohérent au niveau des unités, puisque seconde et seconde moins 1 vont s'éliminer, mètre divisé par mètre, ça va s'éliminer, il restera bien que les joules. Il faut aussi le donner en électronvolts. Le sujet nous indique qu'un électronvolt c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, donc la valeur qui est ici on va la diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19, et on obtient 2,53 électronvolts pour l'énergie de cette transition. Partie 2, la sonde PSP et l'assistance gravitationnelle de Vénus. On a des données, la masse du Soleil, le rayon du Soleil, la constante de gravitation universelle. La sonde PSP est un observatoire solaire spatial développé par l'agence spatiale américaine, la NASA, dont le lancement a eu lieu le 12 août 2018. Son objectif est d'étudier la couronne solaire en explorant une région inexplorée de l'espace située à proximité du Soleil. Une fois la sonde placée dans l'espace, hors du champ gravitationnel de la Terre, elle suit son voyage en direction du Soleil. Au cours de ces différentes révolutions autour du Soleil, la sonde PSP passera 7 fois près de Vénus, ce qui modifiera sa trajectoire et lui permettra, après chaque rencontre, de se rapprocher du Soleil. Donc là, on a la trajectoire de Vénus, la sonde PSP tourne autour du Soleil, et en fait, quand elle passe à proximité de Vénus, ici elle est un petit peu en avance, ça va la ralentir puisqu'elle va être attirée par Vénus, ce qui lui permettra de passer sur une orbite plus basse. Et à chaque passage à proximité de Vénus, on va avoir cet effet-là. Donc lorsque la sonde PSP est loin de Vénus, sa trajectoire autour du Soleil n'est pas modifiée. Initialement, elle est sur une orbite haute. Lorsque la sonde PSP est proche de Vénus, sa trajectoire autour du Soleil est modifiée. Elle passe sur une orbite de transfert, ici, là. Et lorsque la sonde est de nouveau loin de Vénus, sa trajectoire n'est pas modifiée. Elle est maintenant sur une orbite basse. C'est la figure 2. La courbe ci-après montre l'évolution de la distance séparant la sonde PSP du Soleil en fonction de la durée. La partie claire de la courbe montre la portion de trajectoire déjà parcourue au 20 mai 2020. La partie sombre présente la trajectoire modélisée par la NASA restant à parcourir par la sonde. Les 7 rencontres avec Vénus sont délimitées par les traits pointillés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est ce qu'elle a fait jusqu'au 20 mai 2020 et tout le reste va correspondre à la suite. Ça c'est notre figure 3. 2 points. Estimer entre la première et la deuxième rencontre avec Vénus les valeurs de la période de révolution de la sonde PSP en jours. Donc entre la première et la deuxième rencontre ici, en fait j'ai pris de là à là. Est-ce qu'il va revenir au même? On aurait pu prendre de là à là. D'ici à ici, on a 1, 2, 3 périodes. Et ça correspond à environ 450 jours. Ce qui veut dire qu'une période, c'est 450 divisé par 3, soit 150 jours environ. Il faut estimer aussi la distance maximale entre le Soleil et la sonde PSP en kilomètres. Donc la distance maximale, elle est atteinte quand on est au plus haut ici. Donc ça correspond à 200 rayons solaire. Donc Dmax c'est 200 fois le rayon du Soleil, 200 fois 6,96 fois 10 puissance 5 km, ça fait 1,4 fois 10 puissance 8 km. Et il faut estimer la distance minimale entre le Soleil et la sonde PSP. La distance minimale c'est quand on est ici, donc à environ, puisque c'est 50 ici, environ 35 fois le rayon solaire, soit 2,4 fois 10 puissance 7 km. Tout ça c'est des déterminations graphiques. Après la 7e rencontre, on donne les valeurs suivantes. Donc la période de révolution, 87 jours, la distance maximale au Soleil, 1,1 fois 10 puissance 8 km, la distance minimale, 7 fois 10 puissance 6 km. Question 2.2. Dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, la vitesse de la sonde PSP sur son orbite autour du Soleil a pour expression V égale racine carrée de G fois ms sur R. On nous donne cette relation, on ne nous demande pas de la démontrer pour une fois. Mais vous devez savoir le faire. On l'a vu dans d'autres exercices. Avec R, qui est le rayon de l'orbite de la sonde PSP autour du Soleil, on note T, la période de révolution de la sonde PSP autour du Soleil.
il faut montrer que les grandeurs t et r vérifient la relation t carré sur r au cube égale 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes carré mètre moins 3. La troisième loi de Kepler. Donc pour ça, comme on n'a pas la valeur de r, parce qu'on parle d'un mouvement circulaire uniforme, et dans les tableaux qu'on a avant, on n'a pas un mouvement circulaire, on a un mouvement elliptique. Donc il faut partir de ce qui nous est donné ici. Si on nous a donné ça, c'est pas pour rien. On sait que V c'est racine de G fois ms sur R, mais comme le mouvement est uniforme, on peut aussi dire que c'est la distance divisée par le temps. Pendant un tour, la distance parcourue c'est 2 fois pi fois R, le périmètre du cercle, divisé par la période, le temps pour faire un tour. Et c'est ça qu'on va dire égal à ça. Donc 2 pi R sur T égale racine de G fois ms sur R. L'objectif c'est d'avoir T carré sur R au cube. Donc il faut faire disparaître la racine carrée ici. On met tout ça au carré. 2 au carré ça fait 4, fois pi carré, fois R au carré, sur T au carré. On a mis tout ça au carré. Et là si on met au carré, la racine disparaît et il nous reste G fois ms sur R. Donc on a déjà notre T carré. Ici on a R au carré, ici on a R. L'objectif c'est d'isoler ça. Donc là j'ai divisé par 4 fois pi carré. Des deux côtés, ça nous fait disparaître de ce côté-là et ça le fait apparaître en bas ici. Et maintenant, je vais multiplier par R des deux côtés, ce qui va faire disparaître le R d'ici et faire apparaître un R de plus en haut, donc R au cube. R au cube sur T carré égale G fois ms sur 4 pi carré. Ici, je veux T carré sur R au cube, c'est l'inverse de ça. Donc il suffit d'inverser. T carré sur R au cube, ça fait 4 pi carré sur G fois ms. J'inverse des deux côtés. Et tout ça, je l'ai. La masse du Soleil, elle est donnée dans le sujet, 1,99 fois 10 puissance 30 kg. G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes, kg moins 1 seconde moins 2. Donc je vais pouvoir calculer T carré sur R au cube en remplaçant. Ça nous fait donc 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes carré mètre moins 3. Ce qu'il fallait démontrer. Au niveau des unités, c'est cohérent. Ici, on a des kg moins 1 et les kilogrammes d'ici se simplifient. Et on va donc avoir des mètres cubes seconde moins 2, mais en bas. Donc l'inverse des mètres cubes seconde moins 2, ça fait des secondes carrées mètre moins 3. On admet que pour les trajectoires elliptiques, le rayon de l'orbite est remplacé par le demi-grand axe de l'ellipse, défini par A égale D max plus D min sur 2. Il faut vérifier que les valeurs du tableau 1 sont en accord avec la relation précédente. Donc on va déterminer A, qui va remplacer R. Dans D max plus D min divisé par 2, qui nous sont donnés ici, distance maximale, distance minimale, ça fait 5,85 fois 10 puissance 7 km, que je vais tout de suite transformer en mètres, puisque notre valeur de T carré sur R au cube, elle est en secondes carré, mètre moins 3. Donc il faut bien mettre l'unité en accord. On sait donc que T carré sur R au cube, c'est 2,97 fois 10 puissance moins 19 secondes carré, mètre moins 3. Ça veut dire que T carré, c'est 2,97 fois 10 puissance moins 19 fois R au cube. Je vais passer R au cube de l'autre côté, en multipliant par R au cube des deux côtés. Ce qui veut dire que T, c'est la racine carrée de ça. On peut faire le calcul. Ça fait 2,97 fois 10 puissance moins 19 fois 5,85 fois 10 puissance 10 au cube. Le tout, on en prend la racine carrée. Ça fait 7,71 fois 10 puissance 6 secondes. Parce que là, on était en secondes carré, mètre moins 3. Donc là, on est en secondes. On transforme en divisant par 3600 pour avoir des heures et par 24 pour avoir des jours. Ça nous fait 89 jours. Ce qui fait que c'est cohérent avec la valeur qui est ici. On aurait pu procéder différemment en faisant le calcul de T carré sur R au cube, en prenant pour valeur de T ceci, en le transformant en secondes, et pour la valeur de R, la même chose que là, 5,85 fois 10 puissance 10. On aurait calculé T carré sur R au cube, on aurait obtenu une valeur proche de celle-là. C'était une autre technique, il y a plusieurs solutions pour obtenir ça. Partie 3, estimation du record de vitesse de la sonde PSP. Les scientifiques de la NASA ont calculé avec une grande précision les positions successives de la sonde autour du Soleil au cours de son voyage. On s'intéresse au mouvement de la sonde PSP
après sa 7e rencontre avec la planète Vénus. Les données modélisées et fournies par la NASA sont rassemblées ci-dessous. Elles indiquent les positions de la sonde autour du Soleil tous les 12 jours et 22 heures. Donc on a les différentes positions P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 par rapport au Soleil. On a un tableau qui nous donne la distance au Soleil et la vitesse au niveau de ces différentes positions. On a aussi des données. Le référentiel héliocentrique est un référentiel défini par le centre du Soleil dont les axes pointent vers 3 étoiles fixes. La définition du périhélie, le point de la trajectoire d'un corps en orbite autour du Soleil le plus proche du Soleil. La définition de l'aphélie, le point de la trajectoire d'un corps en orbite autour du Soleil le plus éloigné du Soleil. 3 points. Énoncer la loi de Kepler permettant de justifier l'allure de la trajectoire de la sonde PSP autour du Soleil représentée dans la figure 4. C'est la première loi de Kepler qui nous dit que l'orbite est une ellipse dont le Soleil est un foyer. 3.2. Parmi les points donnés dans le tableau 2, indiquer la date la plus proche à laquelle la sonde a atteint l'aphélie de sa trajectoire. On va utiliser le tableau. Le sujet nous dit que l'aphélie c'est le point le plus éloigné du Soleil. Donc, il suffit de regarder dans le tableau le point le plus éloigné, c'est le dernier. Donc l'aphélie est atteinte autour du 13-2-2025. Voilà, 2 questions dans cette partie qui sont très simples à répondre, ce qui en fait une partie quand même très courte. Voici pour cet exercice.